Bonjour, je m'appelle Sylvain Lefebvre, je suis guide naturaliste, photographe animalier et j'organise des voyages dédiés à l'observation des grands singes en Afrique pour les agences Terres Oubliées et Excursia. Et aujourd'hui, je vais vous parler du gorille des montagnes. Alors comme nous, le gorille est un primate qui fait partie de la famille des hominidés et il appartient à un ensemble d'espèces qu'on appelle les grands singes, auxquels appartient également le chimpanzé et le bonobo. Comme tous les grands singes, le gorille vit en forêt tropicale. C'est une espèce terrestre et arboricole qui est menacée d'extinction. Aujourd'hui, on distingue deux espèces et 4 sous-espèces de gorilles. On distingue le gorille des plaines de l'Ouest, le gorille de la rivière Cross, le gorille des plaines de l'Est et le gorille de montagne, qui a été rendu célèbre dans le monde entier par les travaux de la primatologue Diane Fossé, et grâce au film Gorille dans la brume qui retrace son histoire. Et c'est précisément de ce gorille-là dont je vais vous parler, le gorille des montagnes. Alors il faut savoir que contrairement au gorille des plaines, le gorille des montagnes survit très mal en captivité et qu'il est donc impossible, à ma connaissance en tout cas, de le voir dans un parc animalier chez nous. Donc pour voir ce gorille en particulier, il faudra voyager et crapahuter sur les flancs des montagnes et des volcans où il vit à l'état sauvage. Et pour cela, il y a 3 destinations, la République démocratique du Congo, le Rwanda et l'Ouganda. Et le contexte géopolitique étant un peu instable et le milieu touristique moins développé en République démocratique du Congo, la majorité des touristes se rendent au Rwanda, dans le parc national des volcans, ou en Ouganda, dans le parc national de Mgainga, ou celui de la forêt impénétrable de Bwindi. Alors je dirais même très réglementé, puisque pour aller observer les gorilles dans leur milieu naturel, il faut acheter un permis auprès des autorités locales, qui est assez coûteux. On parle aujourd'hui de 800 $ pour un permis en Ouganda et de 1500 $ pour un permis au Rwanda par personne. Ce permis permet de partager le quotidien d'une famille de gorilles pendant 1 heure, avec un groupe de 8 personnes maximum, et en présence d'un ranger et de plusieurs gardes forestiers. Chaque groupe de touristes a accès avec ce permis à une famille de gorilles en particulier, qui se compose toujours d'un mâle dominant, le fameux dos argenté, qui a en charge la protection du groupe, de quelques femelles adultes, de jeunes et éventuellement de bébés. On parle donc d'un groupe composé de 10 à 20 individus en moyenne, que l'on peut voir de près, voire de très près. Alors en réalité, les gorilles de montagne ne fuient plus l'homme, mais c'était bien le cas au départ. Et si aujourd'hui certaines familles se laissent approcher, que ce soit par des touristes ou par des chercheurs, c'est qu'ils ont suivi un long processus d'habituation de la part de professionnels. Il y a donc eu au préalable une familiarisation graduelle, qui peut prendre plus de 2 ans, avec une répétition de contacts neutres de la part des rangers, c'est-à-dire sans appât ni nourriture. En fait, il s'agit juste d'être en contact visuel avec les gorilles, en espérant chaque jour se faire accepter un peu plus du dos argenté, et de réduire ainsi les distances d'observation avec l'ensemble du groupe. Et une fois seulement que la famille de gorilles est habituée à la présence humaine, alors des permis sont vendus aux visiteurs pour leur offrir la possibilité d'approcher à leur tour les gorilles sur un temps réduit. Alors ça, c'est un vaste débat, mais je vais essayer d'y répondre succinctement. Pour ça, il faut remonter un petit peu dans le temps et s'intéresser à 2 personnes en particulier qui ont beaucoup milité pour la conservation des gorilles de montagne. Diane Fossé, la primatologue, qui a fait connaître cet animal dans le monde entier et qui a fait beaucoup de découvertes, notamment sur leur comportement. Elle a mis en avant le caractère doux et pacifique de ces animaux, par exemple. Mais elle, Diane Fossé, était farouchement opposée au tourisme d'observation des gorilles. Et puis on a eu un petit peu plus tard Rugen Rutagamara, qui est un Rwandais, qui a beaucoup travaillé sur les questions bio-géopolitiques autour de la conservation des gorilles de montagne, et qui lui a plutôt développé le tourisme d'observation des gorilles, à condition que les recettes financent la protection de l'espèce, la préservation des forêts et le développement des communautés locales voisines, ce qui est aujourd'hui en partie le cas. Alors mon point de vue en tant que guide sur cette question, c'est qu'on assiste ici à un joli succès en termes de tourisme de conservation. Un chiffre peut-être pour illustrer ça, puisqu'on est passé de 300 individus de gorilles de montagne dans les années 80 à plus de 1000 aujourd'hui. Donc la population a quasiment triplé en 40 ans, et ceci grâce au travail des gouvernements locaux, d'associations, de fondations, mais aussi des touristes qui sont capables de payer très cher pour venir croiser le regard du gorille.
Alors il est difficile de dire si la randonnée pour accéder au gorille sera difficile. En tout cas, il ne faut pas oublier qu'on parle du gorille de montagne et que par nature, il y a peu de chances que ce soit plat. Je dirais qu'en moyenne, il faut compter 5 heures de marche aller-retour, mais il s'agit bien d'une moyenne, donc l'expérience peut être pliée en 3 heures, ou bien prendre toute la journée si les gorilles sont difficiles à trouver. Alors pour la marche en tant que telle, à mon sens, il y a deux options. Soit une paire de chaussures de randonnée, avec une paire de guêtres, donc une paire de chaussures un peu montante, relativement imperméable, soit une paire de bottes qu'il faudra emporter au préalable puisque vous n'en trouverez pas sur place. On peut y associer également une paire de gants de jardinage, puisque le terrain est relativement accidenté et qu'on pourra se protéger les mains comme ça en s'agrippant au tronc ou aux lianes. Il faudra prendre également votre passeport, un masque chirurgical pour éviter tout risque de transmission de maladies vis-à-vis des grands singes. Les bâtons de marche, eux, seront fournis directement sur place. Côté photo, je recommande pour ceux qui ont un petit peu de matériel d'emporter un boîtier relativement lumineux qui peut monter dans les ISO. Et s'il ne fallait choisir qu'un objectif, ce serait probablement un zoom type 70-200 mm, auquel on pourra éventuellement associer une focale un peu plus courte pour les ambiances de forêt, ou un téléobjectif avec une focale un peu plus longue pour les portraits serrés. Alors l'erreur, ce serait certainement de se pointer sur place le jour J en pensant qu'on peut acheter un permis à l'entrée du parc national. Ça ne fonctionne pas comme ça, le nombre de permis distribués chaque jour est limité et il s'achète donc avec anticipation. Et pour ça, le mieux c'est de passer par une agence de voyage sérieuse qui pourra, elle, sécuriser votre sortie. À mon sens, le principal défaut dans ce système, c'est que les populations locales, que ce soit des adultes ou des adolescents, ne puissent pas accéder gratuitement à cette forêt pour aller voir eux-mêmes les gorilles de montagne. J'ai eu la chance de passer plusieurs heures au contact des gorilles de montagne, à chaque fois avec des groupes de voyageurs que je guidais pour les agences Excursia ou Terres oubliées. Donc c'est pas évident de choisir un moment en particulier. J'en retiens peut-être deux. La première rencontre avec les gorilles de montagne. Je me souviens notamment d'une femelle qui est venue littéralement nous présenter son tout petit, donc un moment vraiment riche en émotions. Et puis l'une des dernières expériences dans un contexte un petit peu particulier qu'on appelle l'habituation, qui consiste en fait à accompagner les rangers, les trackers, dans leur travail d'habituation justement des gorilles avant qu'ils soient visibles des touristes. Et donc là, on peut avoir un peu plus de charge d'intimidation du mâle, qui est dans un processus d'acceptation d'humain auprès de sa famille. Et voilà, je me suis approché un peu trop près, je pense, d'un petit, et le mâle donc, a fait une charge. Donc on parle d'un gaillard qui est quand même assez costaud. Et là, il y a une règle relativement simple, c'est qu'il faut ne pas bouger et le laisser s'approcher, juste nous intimider. Et je veux dire que j'ai fait totalement l'inverse. Voilà, je suis parti en courant et ça reste un moment relativement riche aussi en émotions.